Nous sommes... Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, des pans entiers de notre pays se sont effondrés. La crise du Covid-19 signera la fin d'un mandat catastrophique avec une situation sanitaire et économique calamiteuse. Cette période marque également l'avènement du mensonge et de la manipulation. Les fameux termes de fake news, de complot fleurissent pour qualifier ceux qui ne veulent pas se résoudre au lavage de cerveau. Face à cela, TV Liberté a mis un point d'honneur à donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas ailleurs. Nous sommes même parvenus parfois à contraindre certains médias du système à recevoir nos invités. TV Liberté a gagné des batailles, mais nous avons aussi payé cash notre engagement pour la vérité. Nos vidéos ont été censurées par les géants du numérique, notre chaîne a été suspendue à plusieurs reprises. Ils veulent tuer le messager. Tuer le messager parce qu'ils ne peuvent plus rien contre le message. Les mensonges du pouvoir médiatique et politique sautent de plus en plus aux yeux. De plus en plus de Français comprennent la manipulation permanente des chiffres, du discours dominant, des opérations de communication. Ils redoublent d'autoritarisme parce qu'ils sont aux abois. Et l'année qui s'annonce sera crucial. L'échéance électorale présidentielle va donner lieu à un exercice de propagande du système encore plus puissant, renforcé par la gestion du Covid-19. Plus que jamais, le rôle de TV Liberté sera essentiel. Alors il ne faut pas se leurrer, ils feront tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour tuer le messager. Mais à l'attaque, il nous faut répliquer, résister. Faites un don à TV Liberté. TV Liberté n'appartient pas à un apparatchik ou un financier proche du pouvoir. TV Liberté n'a pas de publicité. TV Liberté n'a qu'un seul soutien, vous. Alors, je compte sur vous. Chers amis auditeurs de Télé Liberté, de TV Liberté et de l'émission Synthèse, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission avec Philippe Randa, bien sûr. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe, tout va bien, c'est bon depuis la dernière émission, c'est parfait. Pas de problème, bon. Ça déconfine toujours, pas de ça problème. Ça déconfine. En plein déconfinement, même déconfiné. Ça y est. Parfait, il n'y a plus de confinés, quoi. C'est parfait. Et puis nous recevons un ami qui est déjà venu nous voir ici. Exact. Qui est. J'en ai gardé un très bon souvenir d'ailleurs. Ah bah j'espère. Oui. D'ailleurs, si on en avait gardé un mauvais souvenir, vous aurez pas rien vite. Ils veulent tous revenir. Tout le monde veut revenir. Tout le monde nous demande à revenir. D'ailleurs, ce serait plutôt bon signe. D'ailleurs. Et c'est surtout quelqu'un qui est impliqué dans une belle aventure et une belle réalisation. C'est évidemment le quotidien présent que la plupart d'entre vous connaissent. Le quotidien présent qui existe. Philippe Randa me faisait remarquer l'autre jour il paraît depuis plus longtemps que l'Action française, au début du siècle, a apparu. C'est-à-dire l'Action française en tant que quotidien est parue de 1908. Oui, c'est ça. Avant, c'était les Cahiers gris. 44. Avant. Et jusqu'en 1944. Et présent, existe depuis décembre 81. Oui, c'est ça, à peu près. Je crois qu'il y a eu plusieurs numéros 0 et après, il y a eu un numéro 1. Alors, présent, c'est une belle aventure et c'est surtout un moyen indispensable pour savoir un petit peu ce qui se passe tous les jours et d'avoir une contre-information par rapport évidemment à tout ce qu'on nous raconte ici et là dans la plupart des médias. J'ai bien la plupart parce que Dieu merci, il existe des médias, quand même quelques petits médias, et pas des petits d'ailleurs, comme TV Liberté, qui donnent des informations différentes. Et puis, Présent a lancé il y a il y a 2 ou 3 ans maintenant, oui. une nouvelle... un peu plus que ça. Un peu plus, oui, c'est ça, oui. Une série qui s'appelle Histoire Actu de Présent. C'est un mensuel, enfin c'est une hors-série. Oui, voilà, c'est un hors-série qui effectivement actuellement paraît chaque mois. Voilà, chaque mois, donc il faut tenir le rythme. Hein. On dirait le quotidien, vous êtes rodé avec le quotidien. Exactement. Donc, oui, parce qu'un quotidien, ça paraît chaque jour. Oui. Donc, quand on le peut tous les jours, on peut tous les mois. Absolument, hein. Absolument. Et donc, ces dossiers, ce sont des dossiers sur tel ou tel sujet, tel ou tel thème d'actualité. Alors là, on est en l'immonde des pédophiles. Là, c'est d'actualité.
Et donc ce numéro donc traite évidemment avec toute l'histoire récente d'Olivier Duhamel, dont on a beaucoup parlé, évidemment. Voilà, et du coup, tous ces donneurs de leçons qui se retrouvent. Et on revient sur l'origine de ces campagnes pour la légalisation de la pédophilie qui se sont déroulées à partir du début des années 70, du début des années 1970, dont le fer de lance a été le quotidien Libération, Charlie Hebdo également, Le Guêpier, mais qui était un journal homosexuel, mais extrêmement tourné vers la pédophilie, et puis Le Monde. Et ça, Le Monde, évidemment, ne s'en vante pas, mais l'a reconnu. Le Monde a participé avec l'autorité, avec le caractère de quotidien de référence qu'il avait, qu'il n'a plus vraiment, mais qu'il avait en tout cas à l'époque. Et vous vous en souvenez, je suis sûr que Philippe Randa s'en souvient, mais... Il lit Le Monde tous les jours. Toi aussi, Roland. Dans nos années de jeunesse, bien que je sois plus âgé que vous, le Monde était vraiment un incontournable. Et c'était le quotidien de référence. Eh bien, Le Monde a succombé à cette mode des années 70 de promotion de la pédophilie et de tentative de légaliser la pédophilie. Et donc, je crois que c'est pas mal de le rappeler parce que, du coup, lorsque Le Monde lance d'autres campagnes, comme aujourd'hui les campagnes sur le terrorisme d'extrême droite, par exemple, bien, on peut se poser la question de la crédibilité de ce genre de campagne. Je vais vous raconter, si vous permettez, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée très récemment à propos du Monde. Un journaliste du Monde, dont je tairai le nom, qui est un spécialiste, il y a toujours des grands spécialistes au monde de l'extrême droite. Et récemment, ce garçon, qui d'ailleurs sait où me trouver quand il a besoin d'un renseignement, enfin de me joindre pour une raison ou pour une autre, et a fait alors non pas un article, mais un tweet, mais qui va vous donner un petit peu une idée du sérieux de l'information qui est parfois diffusée. Donc un tweet qui est passé partout, c'est un de mes amis qui me l'a fait suivre. Alors après j'en ai reçu, 25 messages à ce propos. Ce qui était consacré à un garçon que je ne connais pas, qui se trouve porter le même nom que moi, qui s'appelle François Elie, qui est un garçon certainement très bien, qui est policier. Et récemment, dans un autre quotidien présent, est passée une photo où on voit Marine Le Pen en train de serrer la main d'un policier. Et on est en plein dans l'histoire des affaires. Ce journaliste du Monde a fait un tweet en disant voilà, Marine Le Pen a serré la main d'un policier, mais il faut savoir que ce policier n'est pas n'importe qui. Il s'agit de François Elie, qui est dans la police et qui est par ailleurs le fils de Roland Elie, un activiste, ou je ne sais plus quel mot qu'il emploie, d'extrême droite bien connu, une figure bien connue de l'extrême droite radicale. Voilà. Alors bon, ça a évidemment flatté mon ego, mais enfin il se trouve que je n'ai pas de fils qui s'appelle François. Alors j'ai rien contre ce François Elie, je serais ravi, je ne connais pas, j'ai sans doute de ma famille très lointaine. Ouais, tout ça pour dire que ça donne, peut-être, je sais, ça donne une image assez réelle de ce qu'est la recherche de l'actualité. Surtout que ça n'apportait rien. De l'approximation. Que ce garçon soit mon fils ou pas, ça n'a aucune importance, mais spirituel peut-être, je sais pas. ou ton père. Ou mon père, mais ça n'a aucune importance, je veux dire. Mais le fait est que voilà, ce qu'un journaliste du Monde, qui par ailleurs un garçon plutôt sympathique d'ailleurs quand on le rencontre, mais publie comme information sans vérifier, et voilà. Bon, ça me dérange pas, hein, mais bon, mais il se trouve que c'est pas le cas. Bah là, sur la pédophilie, ils n'avaient pas vérifié grand-chose sur la nocivité voilà. de ces pratiques à l'égard d'enfants, en tout cas. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que aujourd'hui, la pédophilie, c'est pas le seul, mais un des tabous de notre société où tout est abominable, tout ce qui touche à l'enfant de près ou de loin, et donc on juge ça, on peut même pas, d'ailleurs on condamne avant même de juger les gens accusés. Mais dans les années 70, dans l'après-mai 68, ceux qui étaient les abominables, les ignobles et tout, c'est ceux qui au contraire voulaient qu'on interdise la pédophilie, qui trouvaient ça scandaleux, et
la bien-pensance à l'époque, c'était pas de fustiger les pédophiles, au contraire, c'était de fustiger ceux qui étaient les pères la pudeur, les pères la pudeur, présumés fascistes. C'était terrible. Les gens envoyés. Il y a un retournement de mentalité, ce qui fait que je ne vais évidemment pas défendre ceux qui prônaient la légalisation de la pédophilie dans les années 70-80. Mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'ils étaient dans le vent de l'histoire de l'époque. C'était la bien-pensance de l'époque, c'était eux qui tenaient les mallettes. Et ils ne tenaient pas... Pour eux, c'était pas... Aujourd'hui, l'époque a complètement changé. Absolument. Et ces gens-là, comme des girouettes, changent complètement et brusquement, évidemment, tombent. On l'a vu dans l'affaire Gabriel Maznev. Parce que autant on peut reprocher à des pédophiles qui se sont cachés pour faire leur saloperie... Mais ils ne se cachaient pas à l'époque. À l'époque, ils ne se cachaient pas, mais il y en a quand même un certain nombre qui se sont cachés. Cohn-Bendit s'en vantait. Cohn-Bendit s'en vantait, bien sûr. Cohn-Bendit, il l'a écrit dans un livre. Tout simplement, il l'a dit à la télévision de nombreuses fois. Voilà, il a dit à nombreuses fois. À l'époque, pour eux, c'était tout à fait concevable et normal. Bien sûr, Philippe, tout à fait d'accord. Mais moi, ce que je pense, on est un peu dans une affaire de judoka, là. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui était non seulement admis, mais même prôné, et même, je dirais, promu par ces gens-là, devient un tabou. Eh bien, utilisons cela et déterrons les textes qu'ils ont commis. Déterrons les livres, déterrons les interviews de Cohn-Bendit, où il raconte ce qu'il faisait avec des petites filles de 5 ans, etc. Et mettons-leur le nez dans leurs excréments à ces gens-là. Parce que c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, ce sont les mêmes, quoique... ils sont sur d'autres sujets maintenant. Ils sont sur d'autres sujets, mais ce sont les mêmes qui, à l'époque, prônaient la pédophilie. Mais bien sûr. Bien sûr. Extraordinaire. Là, dans le numéro de présent, là, vraiment, je conseille la lecture. Il y a la liste des personnalités qui avaient signé en 1977 pour la légalisation de la pédophilie. Alors, on a la liste des plus connus, enfin ceux qui sont encore connus aujourd'hui. Et dedans, on trouve Bernard Kouchner. Bernard Kouchner qui veut casser la gueule d'Olivier Duhamel. Et qui ne l'a pas fait, d'ailleurs. Et qui lui attend jouer à la Vierge effarouchée. Alors que mais ce Kouchner, c'est absolument incroyable. C'est son propre fils qui a été violé par Olivier Duhamel. C'est raconté par sa fille. À l'époque, il était pour la légalisation. Il était bien sûr pour la légalisation de la pédophilie. Il n'a pas cassé la gueule d'Olivier Duhamel. Et il était membre du club du siècle, présidé par l'agresseur de son fils. Et il n'y trouvait finalement pas tellement à redire. On peut noter quand même dans les noms des pétitionnaires des campagnes pédophiles du monde en 1977, vous avez noté quand même Françoise Dolto pour la légalisation de la pédophilie, 22-23 mai 1977. Françoise Dolto, dont aujourd'hui, quand on veut parler des enfants, on cite toujours Françoise Dolto. Laïque, Voilà, mais à l'époque, elle considérait que la pédophilie, visiblement, était une chose tout à fait convenable. Où je te rejoins. La mode a changé, je dirais. Mais c'était une mode qui ne reposait pas sur des critères objectifs, c'est-à-dire le caractère nocif pour des enfants, éventuellement. Il reposait sur une vague notion libertaire et anarchiste développée par les bien-pensants de l'époque. Voilà. Et en fait, ceux qui sont tombés, entre guillemets, comme Olivier Duhamel ou autre, ou Gabriel Maznev, qui maintenant est pourchassé pour ce qu'il a écrit et dit, toujours ouvertement et ne s'est jamais caché, ce sont les survivants sur lesquels on tombe. Parce que tous les autres, je vois dans la longue liste que vous citez... Aragon est mort. Aragon est mort, Sartre est mort, énormément, Glucksmann aussi. Simone de Beauvoir aussi. Voilà. En fait, c'est parce que c'est les derniers survivants qui se font... mais même dans cette affaire Maznev, quand on regarde le sort qui est fait à Maznev et le sort qui est fait à Cohn-Bendit, il devrait pour le moins subir le même ostracisme. Or là, on a juste l'ostracisme pour Maznev. Cohn-Bendit continue à s'exprimer, peut-être interviewé dans des magazines, etc., alors qu'il a révélé les horreurs commises. Alors il dit, oui, mais j'ai fait ça pour choquer le bourgeois. Mais c'est facile. C'est facile. Il admet quand même qu'une petite fille lui a mis la main dans la culotte et l'a tripoté, qu'il a trouvé ça très agréable. Effectivement, si ça doit choquer le bourgeois, ce genre de choses, il y a plein de choses qui peuvent choquer, même des gens qui ne sont pas bourgeois. Il faut savoir aussi que Cohn-Bendit a été viré du mouvement écologiste allemand à cause de ses mœurs. Et ça, on n'en parle pas non plus. Cohn-Bendit, il fait partie comme
comme Simone Veil sur l'avortement, comme il fait partie de figures historiques comme je sais pas qui, Gambetta, des gens comme ça. On ne peut pas les on peut critiquer beaucoup de gens, on peut accuser beaucoup de gens, mais il y a quelques figures comme ça qui sont des figures tutélaires, qui sont des figures intouchables, parce que par ailleurs, ils ont été tellement formidables que leurs petits travers ne doivent pas ruiner leur réputation et leur image. Tout ça, c'est un petit peu aussi les queues de comète du poste 68 heures, des postes 68 heures qui sont... La queue de Cohn-Bendit, on s'en serait bien passé. Oui, c'est vrai. Non, le mot était peut-être pas le bon, mais enfin, quoi qu'il en soit, je veux dire, tout ça, c'est aussi, ça sent aussi une intelligentsia qui s'accroche à ses prébendes. Et, ça sent aussi... Ces turpitudes... Ça sent aussi une nouvelle génération de gauchistes qui virent la génération présente, il tue le père, si je puis dire, tous ces antispécistes, tous ces genrés, tous ces adeptes de l'écriture inclusive, etc. Tous ces gens-là sont en train de créer une nouvelle forme de gauchisme, qui est un gauchisme de la... je ne sais pas comment on peut la qualifier. C'est le gauchisme, mais elle est très différente du marxisme-léninisme de notre jeunesse. On en est tout à fait loin, mais on me dirait déjà à l'époque, c'est le gauchisme inspiré des campus américains, où en fait une sorte d'autodestruction, d'autoflagellation, entre guillemets moralité, qu'il retrouve et qu'il retourne contre ceux qui ont fait qui ont mis à bout toute la morale d'avant. Mais en fait tout il ça, substitue une nouvelle morale, une morale islamiste, morale je ne sais pas quoi, l'antiracisme. Et on le voit d'ailleurs avec les nouvelles féministes, qui s'en prennent à toutes les figures historiques de la lutte des femmes et de l'émancipation des femmes, et qui ne sont pas du tout en odeur de sainteté. Absolument. Petite question, Francis Bergeron, vous aviez sorti avant La gauche pédocriminelle, les porcs et les ogres du camp du bien, l'immonde des pédophiles ensuite. Jamais de procès, personne. Rien. On a simplement changé la couverture de l'immonde des pédophiles. Moi, je voulais titrer Le monde des pédophiles comme il existait, le monde des philatélistes. Je voulais faire le monde des pédophiles avec la même forme d'écriture. On m'a conseillé de mettre l'immonde pour éviter que le monde puisse nous faire un procès. Non, il avait déposé, en fait, le titre dans les années 70. Oui, il aurait pu, en tout cas, il aurait pu. Un supplément. Mais on m'a conseillé donc de mettre l'immonde pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour qu'il n'y ait pas le cas de lecteur qui croit acheter un supplément du Monde et qui, en fait, tombe sur un supplément concernant les pratiques d'apologie de la pédophilie dans le Monde. Faites attention, peut-être que Jalon ne va pas être content. On se souvient du numéro d'immonde de Jalon. J'avais rappelé d'ailleurs pour revenir aussi sur l'état d'esprit des années 70 et 80 du siècle dernier, c'est que lorsque j'avais étudié la communauté homosexuelle, il se trouve que j'avais dans la première édition de mon livre fait un chapitre sur une association qui prenait ouvertement la pédophilie, le GRED, le groupement de recherche pour une éducation différente, qui avait pignon sur rue et qui était dans toutes les manifestations avec les homosexuels, bien que c'était certes deux choses totalement différentes, mais à l'époque, ils avaient les mêmes problèmes avec les lois sur la sexualité, parce qu'il y avait quand même des lois à l'époque. Oui, bien sûr, les lois existaient, mais on ne les appliquait pas. Et cette association avait pignon sur rue, était reconnue. Et eux le marquaient ouvertement que les enfants voulaient faire l'amour, il fallait faire l'amour. Oui, qu'il n'y avait pas d'âge, à partir du moment où on ne leur tape pas dessus. Oui, à partir du moment c'était consenti quand même. C'était forcément consenti, même des bébés. Le siège du Front de libération des pédophiles, il y avait le Front de libération de la Palestine, le Front de libération du Vietnam démocratique, etc. Et il y avait le Front de libération des pédophiles qui avait son siège au quotidien Libération. Imaginons... il y avait les petites annonces en Libération bien sûr, qui aujourd'hui feraient lire toutes les féministes. Imaginons qu'il y ait eu des faits comme ça concernant... je ne sais pas moi, un journal de droite, mais il y aurait des campagnes monstrueuses pour boycotter ce journal. Est-ce que quelqu'un cherche à boycotter Libération ? Personne. Je voyais encore la ministre Parly, je crois, qui se répandait dans Libération pour fustiger les généraux pétitionnaires.
il n'y a pas de scrupule à écrire dans Libération, qui quand même a été à l'avant-garde de ces pratiques, et comme à l'avant-garde d'ailleurs de l'apologie des Khmers rouges, etc. Donc, et ces gens se sont toujours trompés, de toute façon, ils sont trompés sur tout, et aujourd'hui, oui, mais moi, on continue à les écouter comme si c'était... Non, bravo pour ce sang-froid, mais moi, j'arrive pas à rester stoïque et blasé par rapport à ces monstruosités. J'ai envie de leur rentrer dedans sur la pédophilie, j'ai envie de leur rentrer dedans évidemment sur le communisme, et c'est pour ça qu'on a sorti l'inhumanité, les 100 ans de l'humanité, avec ce numéro sur l'inhumanité. Là, on a eu la chance d'avoir des communistes qui l'ont acheté par erreur. Ça fait toujours plaisir, parce qu'après... Ils vous ont demandé de le rembourser. Après, ils nous ont écrit des lettres d'injures, mais ils se sont fait berner par le titre. Ils ont vu Staline en couverture, ils se sont dit « Ah, enfin on revient aux fondamentaux. On rend justice au grand homme. On rend justice au grand homme. C'est quand même autre chose que Napoléon. Et donc, on a d'autres thèmes comme ça. Celui qui va paraître en juin est consacré au scandale des squats, aux squatteurs. C'est quand même des affaires absolument incroyables que ces Français, en général des personnes âgées, parce qu'elles sont évidemment beaucoup moins aptes à se défendre par rapport soit à des bandes de genre Black Bloc, qui s'installent, c'est-à-dire des gens d'extrême gauche qui squattent une maison parce que, par exemple, la personne a été hospitalisée pendant un certain temps, ou alors pour loger des migrants clandestins. Des gens qui, comme ils sont clandestins, évidemment, ils ne peuvent pas louer d'appartements, de maisons, etc. Eh bien, on va prendre des maisons soi-disant inoccupées, en général donc des maisons qui appartiennent à des personnes âgées, qui sont momentanément absentes, et on les occupe, on les pille, on vole. Alors, ce qui est très, excusez-moi Philippe, ce qui est très intéressant, là, je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Francis Bergeron, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces faits, qui ne sont pas vraiment nouveaux, il y en a eu depuis des années et des années, maintenant commencent à susciter des réactions populaires d'ampleur, comme on l'a vu récemment dans je ne sais plus quelle ville du Midi, ou à Rennes il y a quelques années, ou à Toulouse. Il y a eu Théoul-sur-Mer. Voilà, et qui commence, tout ça commence à susciter des réactions. Mais les Français n'en peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus, ça prouve que les Français n'en peuvent plus, tout ça. Et bien, il y a eu aussi quand même une loi sur l'occupation de logements, une loi qui a créé une perversion incroyable, puisqu'il fallait, pour un logement, il fallait, dans les 48 heures, justifier, dans les 48 heures d'une occupation illégale, justifier d'un titre de propriété. Donc, si la personne était à l'hôpital, eh bien, les squatteurs s'installer et rester un certain temps, dépasser les 48 heures, et ensuite ça devenait pratiquement impossible de les déloger. Donc ça vient d'être réformé. Je me rappelle, sauf erreur, il y a un homme politique qui est monté au créneau un jour à l'Assemblée contre ces squatteurs. C'était l'époque où quand les gens partaient en vacances pendant 15 jours, on partait encore un mois en vacances, ils revenaient. La serrure, ça ne fonctionnait plus. Et quand quelqu'un leur ouvrait, on disait mais non, nous on est locataires ici, on a un bail de location. On a faux bail, oui. Donc, la police ne pouvait pas les chasser. Quasiment en short, t-shirt et la serviette de plage sur l'épaule, les propriétaires allaient au commissariat pour dire mais attendez, il y a des gens chez nous et tout ça. La police arrivait et les gens disaient non, nous avons loué l'appartement et tout. Monsieur, prouvez-nous que vous êtes propriétaire. Tout est chez moi dans mon bureau parce qu'on partait pas généralement en vacances avec tous ces titres de propriété, avec ces actes notariés. Et donc, procédure. Et donc, ça avait fait tellement de scandales à partir de ça que François Léotard. Oui, mais enfin, depuis lors, il y a encore des changements législatifs. Il vient d'y en avoir un tout récent qui rétablit en partie, le droit des propriétaires, mais on a vécu et on vit encore quelque chose d'absolument absurde. Et notamment, je termine juste mais on a donc des organisations comme Droit au logement, des organisations de cette nature, qui organisent des squats pour des migrants, et à partir du moment où il y a des enfants, le propriétaire ne peut pas retrouver son logement. Au mieux, il va pouvoir obtenir
un loyer payé par l'État, c'est-à-dire par nous, Ouais. par les contribuables, pour que les squatteurs puissent rester légalement, entre guillemets, puisqu'en plus ils sont illégaux en France, donc qu'ils puissent rester dans ces logements jusqu'au jour où la mairie ou la préfecture leur trouvera un logement. Ouais. Tout ça, tout simplement parce qu'il y a des enfants. Et donc, on a des familles de Kosovars, des familles de je sais pas quoi, moi, de Maliens, etc., qui débarquent. Et à partir du moment où il y a des enfants, c'est cuit pour le propriétaire. Mais justement, là, vous parliez, je voulais vous en parler, aussi de tout l'aéropage d'avocats de droit au logement qui sont payés par l'État, en fait, qui sont au nom de l'assistance judiciaire, qui sont payés, qui gagnent leur vie grâce à tout cela. Et droit au logement, ou des organisations comme celle-ci, je ne sais pas si c'est exactement droit au logement, des organisations comme celle-ci, en font quasiment un commerce, en font leur gagne-pain. Voilà, c'est leur raison d'être. Alors, il y a un candidat, d'ailleurs, le candidat écologiste pour la région Île-de-France, qui s'appelle Bayou, je crois, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un avocat et c'est un des grands spécialistes de l'occupation illégale. Et il a notamment organisé l'occupation. Alors, il était un peu plus jeune, il devait être encore étudiant en droit, mais il a organisé l'occupation d'un hôtel particulier place des Vosges pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Un hôtel classé, etc., pour y loger justement des black blocs, ou des extrémistes et des sans-papiers, etc. Et aujourd'hui, il est candidat pour devenir le président de la région Île-de-France. Alors parallèlement, imaginons un instant, à présent, on aura peut-être besoin de locaux un petit peu plus grands, on va aller occuper un appartement... Libération. N'importe où, et là, on va se faire virer vite fait. On pourrait occuper Libération, oui. Occuper Libération, pourquoi pas. Oui. Et on ne restera pas très longtemps, je pense. Toute proportion gardée, c'était ce qui s'est passé en mai dernier avec les fameux drogués du quartier Stalingrad. Là, c'est pas un squat, mais pour trouver une solution, les riverains n'en pouvaient plus. On les a mis dans le parc. On les a mis dans un parc qui avait coûté plusieurs millions d'euros de vision. C'est-à-dire, c'est un parc qui était fait pour tout le monde, et du coup, on a regroupé tous ces drogués là. C'est-à-dire, dans quel état ont-ils mis le parc? Vont-ils mettre le parc, parce qu'ils sont toujours... De toute façon, dans le domaine, alors il y a squat et ZAD, c'est un petit peu le même phénomène, le ZAD étant collectif, mais beaucoup plus important, et plutôt des locaux industriels que des maisons ou des appartements. Mais on a beaucoup de scandales de cette nature, énormément de scandales de cette nature, que l'on nous cache, qui sont vraiment peu médiatisés. On a eu la chance d'avoir l'histoire de Théoul-sur-Mer, de ce retraité qui arrive pour s'installer et qui trouve que des gens se sont installés chez lui, des réfugiés, enfin pas des réfugiés, qui organisaient un trafic de prostitution. Oui, il y a la totale, et qui sont obligés de dormir dans leur voiture. Et le coup de chance médiatique, je dirais, pour cette personne, c'est que c'était un ancien ouvrier du livre de la Dépêche du Midi. Donc il a réussi à raconter son histoire a été répercutée, et c'est grâce à cela que toute la France a appris que ça existait, ce scandale. Parce qu'évidemment, seuls les gens qui sont touchés savent que c'est comme ça que ça se passe. 99% des Français, pour l'instant, ne sont pas concernés. Mais plus l'immigration va être importante, plus l'immigration illégale va se répandre, et plus il faudra loger de gens. Et donc, plus on va être confronté à des situations... les gens qui ont des résidences secondaires sont directement menacés. Absolument. Absolument. Oui. Alors, Francis, parlez-nous un petit peu, parce que je pense que ça intéresse nos téléspectateurs, du quotidien présent. Alors, qui est revenu en kiosque. Qui est revenu en kiosque, oui. qui a... Alors, la période n'a pas été facile pour personne. C'est une catastrophe. En quelques mots, peut-être, pour que les gens sachent quand même. Oui. Pour toute la presse, bien sûr, mais pour Présent en particulier, parce que l'autre presse, il y a assez de gens qui en parlent, mais nous, on parle de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire nos amis. Donc, comment ça s'est passé Effectivement, Présent, l'une des caractéristiques de Présent, c'est que c'est d'abord un quotidien. Oui. Alors, il y a des hors-séries, et puis le numéro du samedi est plus copieux, il est vendu un peu plus cher, et il y a donc, je dirais, une offre qui est plus globale qu'un quotidien. Mais
mais c'est d'abord un quotidien. Et c'est vrai que lorsque nous avons eu le premier confinement, celui de mars 2020, nous avions des niveaux de vente en kiosque. Une de nos originalités, c'est effectivement d'être vendu en kiosque. Enfin, c'est un atout, je dirais, c'est une forme de combat, oui, bien sûr, de présence physique sur le terrain. Il y a la Croix, il y a l'Humanité, il y a Libération, il y a Présent. Donc c'est important. Le Figaro, Le Monde, il y en a 9. Il y a 9 quotidiens d'information générale et politique. Il n'y en a pas un de plus. Nationaux, j'entends. Nationaux. Donc, nous étions en kiosque, mais quand j'ai vu tout d'un coup la chute des ventes en kiosque de Présent, et notamment la chute des numéros du mardi au vendredi, effectivement, nous avons décidé de suspendre la vente en kiosque pendant le premier confinement. Il faut dire qu'en plus, tous les kiosquiers étaient fermés. Alors, oui, et je dirais qu'ils sont restés fermés pour certains d'entre eux jusqu'au 19 mai 2021. Et je les comprends, parce qu'ils vendaient plus de petites tours Eiffel. Je pense aux kiosquiers parisiens, qu'on connaît très bien, parce qu'il y a beaucoup de sympathisants de nos idées parmi ces kiosquiers. Souvent, les Présents et les autres journaux nationaux sont affichés, d'ailleurs. Il y en a plus que sur FR3 ou sur France Info, France Inter ou France Info. Donc les kiosquiers nous disaient, il n'y a plus de touristes, on ne vend plus de tour Eiffel. Les gens ne sortent plus de chez eux, donc ils n'achètent plus de journaux. Nous, on ferme, et puis on va demander les subventions. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont eu raison. Mais j'ai vu la vente de Présent s'effondrer d'une manière incroyable, et j'ai retrouvé des chiffres que j'avais découverts en 2014, quand je me suis réinvesti sur le journal Présent. J'ai découvert des chiffres affreux, en tout cas pour ceux de mardi. Toute la presse, vous l'avez bien expliqué d'ailleurs dans Présent, toute la presse a été victime un peu de la même situation. Mais maintenant, il y a des proportions, évidemment. Il y en a qui peuvent aller frapper à la porte de Xavier Niel ou à la porte de Bernard Arnault, 4e ou 3e fortune mondiale. Et puis là, il va faire un petit chèque de 70 millions pour permettre d'éponger les déficits. Mais nous, c'est pas comme ça. C'est d'autant plus qu'un an auparavant, Présent avait été victime d'une odieuse discrimination de la part des services qui aident subventionnés. Mais je vois que Roland, tu as une excellente mémoire. C'est pas si vieux que ça. En 2019, on est tombé des nues. On nous a appris qu'on était privé de subventions car nous étions vendus pas assez cher. Il manquait 7 centimes d'euros. Disent-ils. Mais ils refusaient de compter le numéro du samedi qui est vendu un peu plus cher. Ils refusaient de le compter dans la palette de comparaison avec les autres journaux, sans nous donner les calculs. Donc on ne savait pas comment ils arrivaient à... Mais après recoupement, avec intervention d'avocats, on a compris qu'ils ne comptaient pas le numéro du samedi pour savoir quel était notre prix moyen de vente. Et donc ils ont trouvé 7 centimes d'écart. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, depuis lors, je suis allé les voir au ministère du Travail, au ministère de la Culture. Je leur ai dit... puisque vous nous dites que c'est parce que nous sommes vendus pas assez cher, demain vous nous direz peut-être qu'on est vendu trop cher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chaque début d'année à combien est vendue l'Humanité et on s'alignera exactement sur le prix de vente de l'Humanité. Comme ça, nous sommes sûrs de ne jamais avoir de problème avec vous. Et la première fois, vous prendrez exemple sur les communistes. Et le gars du ministère de la Culture m'a dit oui, effectivement, comme ça, le problème est réglé. On ne pourra plus vous accuser. Exactement. C'est-à-dire que c'est l'Humanité qui fixe les règles. Mes amis, le temps passe toujours trop vite, vous le savez. Donc, Présent continue. Présent est dans les kiosques. Présent édite ses documents histoire actu. Et on ne peut que vous inciter, évidemment. On peut le trouver sur le site Présent. Le site Présent, bien entendu. Présent.fr. Le site Présent, bien entendu. Vous savez, l'émission se divise en deux parties en raison des contraintes sanitaires. Nous ne pouvons pas être plus que 3 sur le. Mais notre ami le professeur Pierre Delaubier, que vous connaissez, va remplacer. On va permuter. Philippe a la gentillesse de permuter de laisser une partie de son temps à Pierre Delaubier, qui a la gentillesse de prendre une partie de son temps. Non pas de partir, mais parce que c'est le professeur. On va d'abord avoir la chronique hebdomadaire, la chronique de Philippe Randa, que l'on retrouve toutes les semaines dans le quotidien Présent, et sur le site Euroliberté, sur le site Synthèse Nationale.
Eh bien, moi, je Cher vais vous Philippe, c'est à parler vous. aujourd'hui du côté obscur des GAFAM. Facebook, tout-puissant réseau social en ligne, est un des géants du web aux côtés de Google, Apple, Amazon et Microsoft, les fameux GAFAM. Un géant qui a sa conception très particulière de la liberté d'expression. Très particulière. On l'a vu récemment avec la censure de Trump. Les réseaux sociaux pensent avoir le devoir de censurer. Ils sont conçus pour cela. Et lorsqu'ils censurent mal ou trop peu, ils se voient accusés de laxisme antidémocratique. La censure, devenue partie intégrante de leur ADN, permet de modérer l'opinion générale. Le premier élève de la classe dans ce domaine est aussi le plus ancien, Facebook. On le lit ça sur l'excellent site de l'Observatoire du journalisme, de notre ami Claude Chollet. Celui-ci attire ainsi notre attention sur l'utilisation d'un robot censeur qui fait la fierté de son créateur. Mark Zuckerberg a déclaré en fin d'année 2020 avoir désormais à sa disposition un redoutable limier capable de faire le lien entre les images et les textes afin de détecter si le propos est haineux ou non. Il aurait ainsi pu réduire de moitié les contenus qu'il juge incorrects. Enfin, surtout politiquement incorrects, cela va de soi, car ces définitions de la haine restent un mystère curieusement porté vers l'arbitraire libéral libertaire, explique notre ami Claude Chollet. On est loin des sympathiques robots comiques de Star Wars. C3PO, droïde de protocole se plaisant à répéter qu'il maîtrise plusieurs millions de formes de communication, et de fait, bavard impénitent, ne consternera plus le sage R2D2 en lui déclarant « Tu vois toute cette agitation, vraiment nous sommes bien mal considérés malgré tout ce qu'on fait ». Mark Zuckerberg, lui, n'hésite pas à communiquer comme il se doit sur le si redoutable et si détestable efficacité de son droïde d'intolérance. Eh bien, merci Philippe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le professeur Pierre Delaubier, De nom, Francis mais Bergeron. je crois pas Professeur, On s'est déjà aperçu quand même. d'accord. On s'est Moi, déjà je suis pas très aperçu au fil de C'est notre- aussi un voilà. homme de presse, le professeur. Il a un blog qui s'appelle l'Aristoloche. Alors j'ai un journal qui s'appelle l'Aristoloche. Un journal, il y a même un journal, il y a même un Qui journal. paraît quand il veut. Oui, hein, parce que c'est- comme ça, c'est pas plus mal. Mais là, ça fait un petit attends. moment qu'il est pas. Mais j'ai relu l'autre jour le numéro consacré au confinement. Je l'ai trouvé tellement d'actualité que je me suis dit rien n'a changé. C'est Donc, parti. on Il va va rester dire. valable 3 ans. Je ne vais pas inquiéter les téléspectateurs, mais Les lecteurs. je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge, si vous voulez mon avis. Et puis, Et puis j'ai mon blog La Mominum, l'histoire de France, Ouais. qui est issu de cette chronique. Donc je dois beaucoup. que l'on retrouve dans la Et revue qu'on retrouve aussi d'histoire européenne. dans la revue d'histoire européenne. Alors, c'est comme elle est trimestrielle, c'est des morceaux choisis. Les morceaux choisis, les meilleures pages. Ils du sont professeur. choisis, je dis pas qu'ils sont bien choisis, c'est pas pareil. Alors, aujourd'hui, nous recevons Francis Bergeron, directeur du journal du quotidien Présent. Nous avons parlé dans la première partie de l'émission avec Philippe Randa, donc du renouveau du quotidien Présent, qui est à nouveau en kiosque après un an de malgré lui, il n'a pas pu paraître en kiosque, mais maintenant ça y est, il est de retour, ainsi que les histoires actu de Présent. Ce sont les suppléments mensuels du journal que l'on peut, dont le dernier numéro, le grand remplacement au quotidien, est dans tous les kiosques, on peut se le procurer. Sera assez dans tous les facilement. kiosques à la fin de la semaine prochaine. Alors Francis À mon Bergeron, avis, c'est le le grand directeur. remplacement, il n'est pas que dans les kiosques. C'est le directeur de Ouais. Présent. Et alors, vous avez un point commun tous les deux. Ah bon? Bah oui, vous êtes professeur, vous avez donc des élèves. Ouais. Ah ben lui, il édite des livres pour Ah, mais, enfants. Il a donc des enfants qui le lisent. Non, je les édite pas, je les écris. Il les écrit, oui, écrit. excusez-moi, Francis. Et- Il écrit des livres, et enfin, en particulier, cette fameuse série, Le clan des bords de Soule. Absolument, que je connais. Mes enfants doivent en avoir quelques-uns et qui datent un peu d'un âge un tout petit peu plus C'est un jeune. peu grand maintenant, vos Et enfants. puis, mais souvent, ce sont des lieux qui sont dans l'ouest de la France. Donc, Ouais, je ne souvent, connais pas ouais. forcément très directement. Moi, je suis de l'ouest aussi, donc je vois la Grande Brière. C'est le Évidemment, dernier, oui. Ça vous parle. Ça me parle. Ça me parle. Plus Comment ça vous est que venu, les cette cyprès idée et les cigales, Comment qui ça sont vous très est- bien aussi. Comment ça vous est venu, Francis, cette idée? Bon, peut-être en quelques mots résumé. Oui, bah, vous très- êtes, très- vous êtes- vous Très êtes simplement, un militant de la oui. cause nationale. Vous avez On peut le été dire. avec Jean-Pierre Sirbois, l'un des Ah, éléments du oui. mouvement solidariste Bien dans sûr, les années bien 70. sûr, oui. Vous avez toujours été dans tous les combats. Vous êtes avez beaucoup investi à un moment donné pour la Russie à l'époque de Bah, du l'Union communisme. soviétique et du communisme. Et puis, parallèlement, enfin, moi, je suis toujours impressionné parce que quand je vois tout ce que vous faites, c'est Bah, c'est
c'est quand même important. Et synthèse et toutes les productions et tous les bouquins, c'est incroyable. C'est vrai. Mais justement, je parle en connaissance de cause. Donc, cette série... c'est très simple. C'est très simple. Quand j'étais petit, ma mère a fait un livre pour nous, pour mes sœurs, mes cousins et moi. Et on était les héros de ce livre. Moi, j'avais trouvé ça sensationnel. Et quand j'ai eu à mon tour des enfants, en âge de lire des livres pour enfants, eh bien, je me suis dit, tiens, je vais leur faire lire le livre que ma mère avait fait sur ce livre pour nous, quoi, dont on était les héros. Et je l'ai lu, j'ai dit, c'est pas mal, il y a une très bonne idée, mais évidemment, c'est très private joke, comme on dit, comme on ne devrait pas dire. Mais il y a une très bonne idée, il y a un bon scénario. Et j'ai demandé à ma mère si elle était d'accord pour que je le réécrive pour mes fils. Et puis, je l'ai réécrit. J'avais un copain éditeur, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a dit, bah oui, c'est pas mal, à condition que ce soit une série. Et donc, j'en ai écrit 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40. Donc, on est aujourd'hui au 36e. 36e. Ah oui, je ne me rendais pas compte qu'il y en avait tant. Oui. Pour celui-là. Et puis, j'ai 2 autres séries avec moins de nombre d'exemplaires. Enfin, ça, c'est la série pilote, en quelque sorte. Et c'est on peut dire, c'est un gros succès de vente. Je peux pas dire le contraire. Je pense que tous les esprits patriotes ou non conformistes qui nous regardent, les parents devraient faire lire leurs enfants ces livres parce que c'est souvent intelligemment fait. On est loin des poncifs qu'on nous impose à longueur de journée à la télévision et dans des émissions débilitantes comme on peut en avoir. Je ne connais pas la télévision. Vous ne connaissez pas je ne sais la pas télévision. Comment ça s'allume. Vous ne perdez rien. Et donc, enfin évidemment à part la télé. Disons que là, donc, oui, c'est vrai. À part TV Liberté, non. C'est vraiment. Mais c'est vraiment. Mais TV Liberté, c'est sur mon écran d'ordinateur. Voilà, donc c'est facile. Voilà. Le Clan des Bords de Soule, c'est édité aux éditions du Triomphe. Ce sont des livres qui ont une centaine de pages chacun, qui valent 9,90 €, sont pas très chers, qu'on peut lire à partir de 8 ans. Vraiment, c'est une... Et puis, si on en lit un, au moins, vous êtes tranquille, ils voudront lire les 50, les 46, et là, c'est ce qui fait ma fortune. On est tranquille pendant un moment. Oui. Ce qui fait ma fortune, c'est que, à l'école, vous devriez les imposer. C'est comme Bob Moran, quand on... c'est génial, ça. Quand on en lisait un, on voulait lire les autres. Et ben là, c'est... Alors, le drame avec Bob Moran, c'est quand... Enfin, pour moi, Bob Moran, c'est quand c'est devenu de la science-fiction. Oui. Ça c'est le numéro 115, je crois, si je me souviens bien. Et alors là, Henri Verne est passé à la science-fiction, et là, moi, là, on a arrêté. Alors, les autres, les 115 autres, et puis, il y avait les dessins de Joubert sur la Il couverture. y avait tout. C'était une belle collection, Bob Moran. Vous avez connu, vous, professeur ? Non, moi, j'ai pas connu dans mon enfance. Je le connais maintenant, mais peut-être pas mes lectures d'enfance. Il n'est jamais trop tard. J'ai lu des clubs dessins, beaucoup de Jules Verne, j'ai lu beaucoup de choses, mais c'est un clan des 7, voilà. Ça ressemble un petit peu. Voilà, exactement. Et c'est un peu comme les séries télévisées. Alors maintenant, elles ne sont plus télévisées, enfin c'est sur des réseaux, mais un peu des codes et tout ça, on aime beaucoup ça quand on est jeune, mais même quand on est adulte. Moi, les Sherlock Holmes, les héros récurrents, les petits clins d'œil et tout ça, ça fait mes délices. Alors, Francis, vous avez aussi, alors malheureusement, j'en ai pas d'exemplaire là, mais vous avez collaboré à plusieurs, enfin vous avez plus exactement écrit plusieurs biographies qui ont été publiées dans la collection Qui suis-je chez Pardès, consacrée à Léon Daudet, Henri Béraud, Henri de Montfred, Hergé, Léon Degrelle, Saint-Loup, Maurice Bardèche. Après, je me souviens plus. Vous avez fait tellement. Jean-Michel Charlier, c'est dans la bande dessinée. J'ai fait Jean-Michel Charlier aussi. Pas chez Pardès, mais chez d'autres. Voilà. Alors, on va juste, vous savez, l'émission, il y a une petite interruption, enfin une petite rubrique, c'est après la chronique de Philippe Randa, mais il y a l'abominable histoire de France. Vous avez une chronique de prête, là? Mais j'ai toujours quelque chose à dire, mon cher Roland. Vous avez toujours quelque chose à dire, de toute façon. Et puis, je continue d'encenser Napoléon. Alors l'autre jour, vous
en avez dit du mal. Vous allez en dire du bien aujourd'hui? Ah bah pourquoi faire? Comme ça. L'abominable histoire de France n'est jamais fatiguée de Allez, dire sur du l'abominable. mal des héros, de les déboulonner. Bon, alors, déboulonner Napoléon, allez-y. Et C'est alors, l'espace de liberté, si. oui. Et Napoléon, alors on lui fait des tas de crédits, de choses abominables qu'on devrait lui reprocher, et on dit qu'il a répandu finalement les idéaux de liberté de la Révolution à travers l'Europe. Alors c'est assez mystérieux cette opinion parce que je ne vois pas la moindre trace de liberté dans le régime que Napoléon a imposé aux Français. Hein. Et pas non plus. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment non plus. Non, mais il est le fondateur de cette France moderne, hein, qui quadrille tout, qui a absorbé. Hein, j'ai expliqué ça il y a un certain temps. On est dans une France où en fait le peuple est la matière première, une espèce d'oligarchie administrative décorée. Alors maintenant ils n'ont même plus de broderie, mais si, sauf les préfets, hein, qui vous quadrillent. Hein. Napoléon avait fait ça de toute l'Europe. Il avait fait des départements aux frontières du Danemark et en Dalmatie, hein, les provinces illyriennes. Donc un truc de fou, selon moi. Et il avait coupé ça en petits carrés de fromage, etc. Et dedans, vous payez vos impôts, vous faites ce qu'on vous dit, vous êtes un uniforme quasi militaire pour aller au collège, et on vous dit ce qu'il faut apprendre, il n'y a plus que liberté nulle part. Bon, les impôts, il faut en payer. Oui, non mais... Aller mettre un uniforme pour aller au collège, c'est peut-être pas plus mal. Bah oui, hein, mais ça pas... éviterait bien des problèmes. Et oui, puis, mais voilà, mais il y a quand même pas du mal. Il y a pas du mal, en fait, dans Napoléon. Oui, mais ce qui est tout à fait particulier, hein, les uniformes, pour vous regarder en Angleterre, les uniformes ne sont pas du tout de type militaire. Lui, ce qu'il a imposé, c'est une forme de style militaire. Il a militarisé les collèges. Hein. Ça fait rêver. Pagnol le raconte encore qu'on roule du tambour pour sonner les heures. Bon. Moi, je serais Vous voyez, c'est du mieux coup, que c'est Henri l'époque Leclerc, où on a c'est transformé les collèges qui ressemblaient à des couvents, parce qu'il y a quelque chose de religieux, au sens, et on les a fait se transformer en casernes. Alors bon, il y en a qui aiment beaucoup ça. Mais moi, ça ne me convient pas tellement. Et je trouve que c'est un faux sens sur... non, mais je pense que la vérité vous rend libre et que l'enseignement, c'est pas fait pour vous apprendre ce que le gouvernement veut que vous sachiez. C'est fait pour vous faire apprendre à discerner la vérité autant que possible. Donc, le bourrage de crâne à la place, hein, ça ne me convient pas. Je trouve pas ça très sain et c'est probablement pas très profitable. Et donc voilà, les acquis de la Révolution ne sont sous la Révolution, dès qu'il y avait des élections, on commençait par massacrer la moitié des électeurs pour voir si l'autre moitié allait oser voter. Hein. C'est le sens des massacres de 1790. Donc en fait, le seul acquis de la Révolution que garde Napoléon, et ça fait partie de son serment lors du sacre, c'est l'inviolabilité de la vente des biens nationaux. Hein. Donc c'est vraiment une mise en coupe réglée. Et c'est... à ce moment-là, par le haut, que l'État sécrète toutes les élites. Autrefois, il y avait le roi, mais le roi, il était le premier au milieu de la noblesse, qui elle-même, il y avait une grande noblesse, une petite noblesse, et puis au bout du compte, il y avait le seigneur du coin qui vous rendait la justice, à qui vous apportiez 2 oies comme droits seigneuriaux. Vous voyez, disons, les élites émanaient du peuple. Là, maintenant, vous êtes une matière première, hein, pour faire la guerre, pour payer les impôts, et vous avez au-dessus une espèce d'oligarchie qui se répand, comme Napoléon l'a fait, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, donc il faut faire des normes, il faut que les Danois aiment les mêmes fromages que les Siciliens, ce qui va pas être facile, hein, et la même monnaie, bouffent à la même heure, etc. Tout ça, c'est absolument n'importe quoi. Mais surtout, les moyens qu'il a employés pour répandre ça sont quand même assez fascinants, puisque ils ont quand même conduit l'Europe entière à haïr les Français. Alors, la campagne d'Espagne, évidemment, une monstruosité, et puis, il ne faut pas oublier, c'est que tous ces officiers de l'armée impériale sont d'anciens sans-culottes, pour beaucoup, hein, Murat, d'abord. D'ailleurs, tout comme Napoléon lui-même. Ce sont des gens qui ont participé à l'exécution militaire de Lyon, à tous les massacres qui ont lieu dans le Vaucluse, le Contavenessin, etc. Et dans l'Ouest, hein, le plus grand exemple, c'est Mon père, ce héros, regard si doux de Victor Hugo. Hein. Le père de Victor Hugo, c'est une brute épaisse qui a servi d'abord en Vendée, et comme il a bien massacré les Vendéens, on l'a envoyé massacrer avec le même entrain les Espagnols, qui ne sont pas laissés faire tellement plus, même plutôt un petit peu moins. Et puis après, alors il y a la grande campagne de Russie, où on part à 600 000 ou 400 000, et on vient à 40 000. Alors ce qui était quand même sympathique dans la campagne de Russie, c'est
le retour, si vous voulez, parce qu'il faisait très très froid et les Cosaques, quand vous habitez dans une steppe battue par les vents, les distractions sont rares. Vous ne regardez pas la télévision, mais quand on est dans une steppe, finalement, on espère qu'on va l'inventer. Et donc, quand vous avez quand même une guerre, vous allez attraper quelques Français qui ont froid, du coup, pour les réchauffer, ils les mettaient dans des grandes marmites, etc. Ça les faisait beaucoup rire. Et pour voir si ça les réchauffait. Hein, il ne faut pas oublier que donc, dans ces guerres, ça a été évidemment une saignée extraordinaire sur la population. Hein. À la fin du règne, il y a 100 000 réfractaires qui errent dans les bois, dont le futur saint Jean-Marie Vianney, qui est réfractaire au service militaire et se cache dans les bois. Donc ça fait quand même, vous voyez, un certain désastre. Et donc, surtout, j'en ai déjà parlé un peu la dernière fois, si vous voulez, avant la Révolution, finalement, vous allez dans tous les palais des souverains d'Europe ou dans toutes les grandes villes d'Europe, qu'est-ce que vous voyez au milieu des places? La statue d'Hercule, de Mars, de Vénus, de Diane et de tout le tremblement. Voilà. Alors, quand c'est Diane, c'est joli. Quand c'est Hercule, c'est joli aussi. Et puis, vous allez au Belvédère de Vienne, c'est partout pareil, hein. Et à partir du 19e siècle, vous voyez, ce réveil des nationalités, il va faire que les pays d'Europe vont ne plus se considérer comme faisant partie d'une espèce de même famille d'héritage gréco-latin, mais comme des pays qui vont aller chercher leurs origines plus loin. Alors on va ressusciter Ambiorix, Thor et Odin qui étaient complètement oubliés, ou Clovis et Vercingétorix qui étaient complètement oubliés. Pas un seul Français au cours des siècles ne s'est appelé Vercingétorix. Ils se sont tous appelés César ou Alexandre, ou Marius, hein, ou Pierre, Paul ou Jacques, mais jamais Clovis. Et donc les peuples d'Europe vont se considérer non plus comme les membres d'une grande famille européenne, mais comme des petites entités absolues qui ont leur propre histoire, qui ne peut pas être réduite à l'histoire des autres. On a nos héros, c'est pas celui du voisin, et on se tape dessus. Hein, et du coup, vous avez du pangermanisme, du panslavisme, etc. Et tout ça finit dans la boue des Flandres, d'une part, et puis le style administratif finit dans l'Europe de Bruxelles qui mesure la courbure des concombres en échange d'une petite médaille. Eh bien, merci. Je résume un peu. Hein, c'est très original. C'est très original. La vision d'histoire du professeur. C'est sans doute pas faux. Elle n'est pas fausse. Il y a un peu de vrai, mais bon, je suis un peu moins, personnellement, un peu moins. Oui, mais parce que vous êtes un grand rassembleur. Oui, peut-être. Ça doit être ça. Merci, professeur. Je vous en prie. On vous retrouve dans la prochaine émission. Il n'est pas encore mort. Hein, mais comment expliquez-vous si on a encore 25 secondes. Comment expliquez-vous là? Parce que vous dites Napoléon a été haï, enfin en Europe, enfin c'est vrai, c'était le monstre, l'ogre. Mais aujourd'hui, il est adulé dans les. Alors, je ne sais pas si c'est dans les opinions publiques européennes, mais vous allez en Italie. Oui, alors les Anglais l'ont toujours beaucoup aimé Russie, parce qu'ils l'ont battu. Alors, il y a quelque chose de fascinant dans le personnage. J'ai dit qu'il était plutôt victime de son destin, en fait. Il ne peut pas s'arrêter. Et il est tributaire de la Révolution. Il ne peut pas s'arrêter. Il a envoyé un pays, puis l'autre, etc. Et en fait, on est forcé de revenir au point de départ. Donc, c'est un personnage de Kubrick. Il est prisonnier de son destin. Il le voit, il ne peut pas en sortir. Mais c'est un destin tout à fait extraordinaire. Mais je pense aussi qu'on a transformé tout à chacun en petit Napoléon. Rien ne peut faire plus plaisir à quiconque de dire qu'il ressemble à Napoléon. Parce que Napoléon, il est élevé par la charité du roi quand même. Il doit donner ainsi que ses sœurs, qui sont élevées à Saint-Cyr. Il devient un partisan de Robespierre. Il trahit le roi. Il reste l'arme au pied toute la Révolution. Et il bafoue la religion dans laquelle il a été baptisé, le roi qu'il a élevé. Et c'est la porte ouverte de Stendhal, voilà, c'est bien ça, Balzac aussi, de ce monde où en fait, pour réussir, pour devenir tout est permis. Et chacun se rêve Napoléon et dit finalement, tout est permis. Si Napoléon est arrivé, eh bien, qu'est-ce qui peut m'empêcher, moi aussi, d'accomplir mon destin? On pourrait parler très longuement. C'est passionnant. C'est passionnant. On va conclure en disant qu'on prend l'histoire de France dans son ensemble. Voilà. Oui, mais moi, je sais que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Et on va se retrouver pour une prochaine émission. En tout cas, Francis, bon vent à présent. Merci. Et lisez présent. Continuez à lire présent. Achetez-le en kiosque. Abonnez-vous. Le site internet, la chronique de Philippe Randard. Enfin, l'essentiel. Voilà. À très bientôt. Au revoir.